Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 d'un voyage au bout de la nuit. Ravie d'être avec vous pour cette nouvelle lecture ensemble et j'ai entamé pour vous dans un précédent voyage Germinie Lacerteux. C'est un roman des frères Goncourt, de leurs prénoms. Est-ce que vous les connaissez? Jules et Edmond. Sachez que ce sont deux romanciers, donc deux frères du 19e siècle qui font partie du style naturalisme. Et Edmond, eh bien, c'est lui le fondateur de l'Académie Goncourt qui décerne chaque année le prix du même nom. Ils ont écrit plusieurs ouvrages ensemble, notamment celui de ce soir, Germinie Lacerteux, qui décrit le quotidien assez sombre et la descente mortelle dans l'alcool de Germinie Lacerteux, donc le personnage principal, et qui serait inspiré de leur servante Rose à la même époque, donc au 19e siècle. C'est une période de terreur que l'on vit en France et à Paris, et donc la famille Varandeuil s'est expatriée, si je puis dire, en tout cas à déménager en province, à la campagne. Je poursuis ce chapitre 2 et n'hésitez pas à réagir avec le hashtag VBN. Quelle vie pourtant! Il fallait combattre l'incurable ennui du malheureux, être toujours à lui tenir compagnie, le promener, le soutenir toute la journée. Il fallait le faire jouer quand il était à la maison et ne le faire ni trop perdre ni trop gagner. Il fallait se disputer avec ses envies, ses gourmandises, lui retirer les plats, essuyer pour tout ce qu'il voulait, des plaintes, des reproches, des injures, des larmes, des désespoirs furieux, les rages d'enfants en colère qu'ont les vieux impotents. Et cela dura 10 ans. 10 ans pendant lesquels mademoiselle de Varandeuil n'eut d'autre récréation et d'autre soulagement que de laisser râler les tendresses, les chaleurs d'une affection maternelle sur une de ses deux jeunes amies et parentes, nouvellement mariée, sa poule, comme elle l'appelait. Le bonheur de mademoiselle de Varandeuil fut d'aller tous les 15 jours passer un peu de temps dans l'heureux ménage. Elle embrassait dans son berceau le joli enfant que le sommeil embrassait déjà. Elle dînait au pas de course. Au dessert, elle envoyait chercher une voiture et se sauvait avec la hâte d'un collégien en retard. Encore aux dernières années de sa vie, n'eut-elle pu la permission du dîner. Le vieillard n'autorisait plus une si longue absence et la retenait presque continuellement auprès de lui, en lui répétant qu'il savait bien que ce n'était pas amusant de garder un vieil infirme comme lui, mais qu'elle en serait bientôt débarrassée. Il mourait en 1818 et ne trouvait, avant de mourir, que ces mots pour dire adieu à celle qui avait été sa fille pendant 40 ans. « Va, je sais bien que tu ne m'as jamais aimée. » 2 ans après la mort de son père, le frère de Sempronier était revenu d'Amérique. Il en ramenait une femme de couleur qu'il avait soignée et sauvée de la fièvre jaune, et 2 filles, déjà grandes, qu'il avait eues de cette femme avant de l'épouser. Tout en ayant les idées de l'ancien régime sur les Noirs, et quoiqu'elle regardât cette femme de couleur sans instruction, avec son parler nègre, ses rires de bête, sa peau qui grissait, son linge, absolument comme une singesse, mademoiselle de Varandeuil avait combattu l'horreur et la résistance de son père à recevoir sa bru. Et c'était elle qu'il avait décidé dans les derniers jours de sa vie, à laisser son frère lui présenter sa femme. Son père mort, elle songea que ce ménage était tout ce qui lui restait de famille. Monsieur de Varandeuil, auquel le comte d'Artois avait fait payer à la rentrée des Bourbons les arrérages de sa place, laissait à peu près 10 000 livres de rente à ses enfants. Le frère n'avait, avant cette succession, qu'une pension de 1500 francs des États-Unis. Mademoiselle de Varandeuil estima que 5 à 6 000 livres de rente ne suffisaient pas à l'aisance de ce ménage, où il y avait 2 enfants. Et tout de suite, il lui vint la pensée de mettre là sa part de succession. Elle proposa cet apport le plus naturellement et le plus simplement du monde. Son frère accepta,
et elle vint habiter avec lui un joli appartement du haut de la cour de Clichy, au 4e d'une des premières maisons bâties sur le terrain, presque vague encore, où l'air de la campagne passait gaiement à travers l'ébauche des constructions blanches. Elle continua là sa vie modeste, ses toilettes humbles, ses habitudes d'épargne, contente de la plus mauvaise chambre de l'appartement et ne dépassant pour elle pas plus de 1800 à 2000 francs par an. Mais bientôt, une sourde jalousie, lentement couvée, perçait chez la mulâtresse. Elle prenait ombrage de cette amitié du frère et de la sœur qui semblaient lui retirer son mari des bras. Elle souffrait de cette communion qui faisait entre eux la parole, l'esprit, le souvenir. Elle souffrait de ces causeries auxquelles elle ne pouvait se mêler, de ce qu'elle entendait dans leur voix sans le comprendre. Le sentiment de son infériorité lui mettait au cœur les colères et le feu des haines qui brûlent sous le tropique. Elle prit ses enfants pour se venger, les poussa, les excita, les aiguillonna contre sa belle-sœur. Elle les encouragea à en rire, à s'en moquer. Elle applaudit à cette mauvaise petite intelligence d'enfant chez qui l'observation commence par la méchanceté. Une fois lâchés, elle les laissa rire de tous les ridicules de leur tante, de son physique, de son nez, de ses toilettes dont la misère pourtant faisait leur élégance à toutes les deux. Ainsi dressées et soutenues, les petites arrivèrent vite à l'insolence. Mademoiselle de Varandeuil avait la vivacité de sa bonté. Chez elle, la main appartenait aussi bien que le cœur au premier mouvement. Puis, sur la manière d'élever les enfants, elle pensait comme son temps. Elle toléra bien sans rien dire 2 ou 3 impertinences, mais à la 4e, elle empoigna la rieuse et, lui troussant les jupes, elle lui donna malgré ses 12 ans la plus belle fessée qu'elle n'eût jamais reçue. La mulâtresse jeta les hauts cris, dit à sa belle-sœur qu'elle avait toujours détesté ses enfants, qu'elle voulait les lui tuer. Le frère s'interposa entre les 2 femmes et parvint à les rapatrier tant bien que mal. Mais il arriva de nouvelles scènes où les petites filles enragées contre la femme, qui faisait pleurer leur mère, torturèrent leur tante avec des raffinements d'enfants terribles, mêlés à des cruautés de petites sauvagesses. Après plusieurs replâtrages, il fallut se séparer. Mademoiselle de Varandeuil se décida à quitter son frère, qu'elle voyait trop malheureux dans ce tiraillement journalier de ses plus chères affections. Elle le laissa à sa femme, à ses enfants. Cette séparation fut un des grands déchirements de sa vie. Elle qui était si forte contre l'émotion, si concentrée, et que l'on voyait mettre comme un orgueil à souffrir, manqua faiblir quand il lui fallut quitter cet appartement où elle avait rêvé un peu de bonheur, dans un petit coin à côté du bonheur des autres. Ses dernières larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne s'éloigna pas trop pour être encore à la portée de son frère, le soigner s'il était malade, le voir, le rencontrer. Mais il lui restait un vide au cœur et dans la vie. Elle avait commencé à voir sa famille depuis la mort de son père. Elle s'en rapprocha, laissa revenir à elle les parents que la Restauration remettait en haute et puissante position, alla à ceux que le nouveau pouvoir laissait petits et pauvres, mais surtout, elle revint à sa chère poule et à une autre petite cousine, mariée elle aussi et devenue la belle-sœur de la poule. Son existence alors, avec ses relations, se régla singulièrement. Jamais mademoiselle de Varandeuil n'allait dans le monde, en soirée, au spectacle. Il fallut l'éclatant succès de mademoiselle Rachel pour la décider à mettre les pieds dans un théâtre. Encore ne s'y risqua-t-elle que 2 fois. Jamais elle n'acceptait un grand dîner. Mais il y avait 2 ou 3 maisons où, comme chez la poule, elle s'invitait à l'improviste quand il n'y avait personne. « Bichette, disait-elle sans façon, ton mari et toi, vous ne faites rien ce soir. Je reste à manger votre fricot. »
À 8 heures régulièrement, elle se levait et, quand le mari prenait son chapeau pour la reconduire, elle le lui faisait tomber des mains avec un « Allons donc, mon cher », une vieille bique comme moi. Mais c'est moi qui fais peur aux hommes dans la rue. Et puis on restait 10 jours, 15 jours sans la voir. Mais arrivait-il un malheur, une nouvelle de mort, une tristesse dans la maison? Un enfant tombait-il malade? Mademoiselle de Varandeuil la prenait toujours à la minute, on ne savait d'où. Elle arrivait en dépit de tout, du temps et de l'heure, donnait un grand coup de sonnette à elle. On avait fini par l'appeler le coup de la sonnette de la cousine. Et en 1 minute, débarrassée de son parapluie qui ne la quittait pas, dépêtrée de ses socques, son chapeau jeté sur une chaise, elle était toute à ceux qui avaient besoin d'elle. Elle écoutait, elle parlait, elle relevait les courages avec je ne sais quel accent martial, une langue énergétique, à la façon des consolations militaires et chaude comme un cordial. Si c'était un petit qui n'allait pas bien, elle arrivait droite à son lit, riait à l'enfant qui n'avait plus peur, bousculait le père et la mère, allait, venait, ordonnait, prenait la direction de tout, maniait les sangsues, arrangeait les cataplasmes, ramenait l'espérance, la gaieté, la santé au pas de charge. Dans toute sa famille, la vieille demoiselle tombait aussi providentiellement, soudainement au jour de peine, d'ennui, de chagrin. On ne la voyait que quand il fallait ses matins pour guérir, son dévouement pour consoler. C'était une femme impersonnelle, pour ainsi dire, à force de cœur, une femme qui ne s'appartenait point. Dieu ne semblait l'avoir faite que pour la donner aux autres. Son éternelle robe noire qu'elle s'obstinait à porter, son châle usé et reteint, son chapeau ridicule, sa pauvreté de mise étaient pour elle le moyen d'être, avec sa petite fortune, riche à faire le bien, dépensière en charité. La poche toujours pleine pour donner aux pauvres. Non de l'argent, elle craignait le cabaret, mais un pain de 4 livres qu'elle leur payait chez le boulanger. Et puis avec cette misère-là, elle se donnait encore son plus grand luxe, la joie des enfants de ses amis, qu'elle comblait d'étrennes, de cadeaux, de surprises, de plaisirs. Y en avait-il un, par exemple, que sa mère, absente de Paris, avait laissé à la pension par un beau dimanche d'été, et le gamin de dépit s'était-il fait mettre en retenue? Il était tout étonné de voir, au coup de 9 heures, déboucher dans la cour la cousine agrafant encore la dernière agrafe de sa robe, tant elle s'était pressée. Et quelle désolation en la voyant. « Ma cousine », disait-il piteusement, avec une de ces rages où l'on a à la fois l'envie de pleurer et de tuer son pion. C'est que je suis en retenue. En retenue? Ah bien oui, en retenue. Et tu crois que je me serais décarcassée comme ça? Est-ce qu'il se fiche de moi, là, ton maître de pension? Où est-il, ce magot-là que je lui parle? Tu vas t'habiller en attendant, et vite. Et l'enfant n'osait encore espérer qu'une femme aussi mal mise eût la puissance de faire lever une retenue, quand il se sentait pris par le bras. C'était la cousine qui l'enlevait, le jetait en voiture, tout étourdi et confondu de joie, et l'emmenait au bois de Boulogne. Elle l'y faisait promener à âne toute la journée, en poussant la bête avec une branche cassée et en criant « Hu !» Puis, après un bon dîner chez Borne, elle le ramenait et, sous la porte cochère de la pension, en l'embrassant, elle lui mettait dans la main une large pièce de 100 sous. Étrange vieille fille. Les épreuves de toute son existence, le mal de vivre, les éternelles souffrances de son corps, une si longue torture physique et morale, l'avaient comme détachée et mise au-dessus de la vie. Son éducation, ce qu'elle avait vu, le spectacle de l'extrémité des choses, la Révolution l'avait formée au dédain des misères humaines. Et cette vieille femme, à laquelle ne restait que le souffle, s'était élevée à une sereine philosophie, à un stoïcisme mâle, hautain, presque ironique. Quelquefois,
Elle commençait à s'emporter contre une douleur un peu trop vive. Puis brusquement, au milieu de sa plainte, elle se jetait à elle-même un mot de colère et de raillerie sur lequel sa figure même s'apaisait. Elle était gaie, d'une gaieté de source, jaillissante et profonde, la gaieté des dévouements qui ont tout vu, du vieux soldat ou de la vieille sœur d'hôpital. Excellemment bonne, quelque chose pourtant manquait à sa bonté, le pardon. Jamais elle n'avait pu fléchir ni plier son caractère jusque-là. Un froissement, un mauvais procédé, un rien qui atteignait son cœur la blessait pour toujours. Elle n'oubliait pas, le temps, la mort même, ne désarmait pas sa mémoire. De religion, elle n'en avait pas. Née à une époque où la femme s'en passait, elle avait grandi dans un temps où il n'y avait pas d'église. La messe n'existait pas quand elle était jeune fille. Rien ne lui avait donné l'habitude ni le besoin de Dieu. Et elle avait toujours gardé pour les prêtres une espèce de répugnance haineuse qui devait tenir à quelque secrète histoire de famille dont elle ne parlait jamais. Pour toute foi, toute force et toute piété, elle avait l'orgueil de sa conscience. Elle jugeait qu'il suffisait de tenir à l'estime de soi-même pour bien faire et ne jamais faillir. Elle était tout entière, formée ainsi singulièrement par les 2 siècles où elle avait vécu, mélangée de l'un et de l'autre, trempée aux 2 courants de l'Ancien Régime et de la Révolution. Depuis Louis XVI, qui n'était pas monté à cheval au 10 août, elle n'estimait plus les rois. Mais elle détestait la canaille. Elle voulait l'égalité et elle avait horreur des parvenus. Elle était républicaine et aristocrate, mêlait le scepticisme aux préjugés, l'horreur de 93 qu'elle avait vue aux vagues et généreuse, l'idée d'humanité qui l'avait bercée. Ses dehors étaient tout masculins. Elle avait la voix brusque, la parole franche, la langue des vieilles femmes du XVIIIe siècle, relevée d'un accent de peuple, une élocution à elle, garçonnière et colorée, passant par-dessus la pudeur des mots et hardie à appeler les choses par leur nom cru. Cependant, les années passaient, emportant la Restauration et la monarchie de Louis-Philippe. Elle voyait un à un tous ceux qu'elle avait aimés s'en aller, toute sa famille prendre le chemin du cimetière. La solitude se faisait autour d'elle et elle restait étonnée et triste que la mort l'oubliât. Elle qui y aurait si peu résisté, elle déjà tout inclinée vers la tombe et obligée de baisser son cœur vers les petits-enfants amenés à elle par les fils et les filles des amis qu'elle avait perdus. Son frère était mort, sa chère poule n'était plus, la belle-sœur de la poule seule lui restait, mais c'était une existence qui tremblait, prête à s'envoler, foudroyée par la mort d'un enfant attendu pendant des années. La pauvre femme se mourait de la poitrine. Mademoiselle de Varandeuil se chambra avec elle tous les jours, de midi à 6 heures pendant 4 ans. Elle vécut à côté d'elle, tout ce temps, dans l'air renfermé et l'odeur des fumigations. Sans se laisser arrêter 1 heure par la goutte, les rhumatismes, elle apporta son temps, sa vie, à cette agonie si douce, qui regardait le ciel où sont les enfants morts. Et quant au cimetière, mademoiselle de Varandeuil eut baissé le cercueil de la morte pour l'embrasser une dernière fois. Il lui sembla qu'il n'y avait plus personne autour d'elle et qu'elle était toute seule sur la terre. De ce jour, cédant aux infirmités qu'elle n'avait plus de raison pour secouer, elle s'était mise à vivre de la vie étroite et renfermée des vieillards, qui usent à la même place le tapis de leur chambre, ne sortant plus, ne lisant plus guère à cause de la fatigue de ses yeux, et restant le plus souvent enfoncée dans son fauteuil, à revoir et à revivre le passé. Elle gardait des journées la même position, les yeux ouverts et rêvants, loin d'elle-même, loin de la chambre et de l'appartement, allant où ses souvenirs la menaient, à des visages lointains, à des lieux effacés, à des têtes chéries et pâles, perdues dans une somnolence solennelle
que Germinie respectait en disant « Mademoiselle est dans ses réflexions ». Un jour, pourtant, toutes les semaines, elle sortait. C'était même pour cette sortie, pour être plus près de l'endroit où elle voulait aller ce jour-là, qu'elle avait quitté son appartement de la rue de Laval. Un jour, chaque semaine, sans que rien ne pût l'en empêcher, même la maladie, elle allait au cimetière Montmartre, là où reposaient son père, son frère, les femmes qu'elle regrettait, tous ceux qui avaient fini de souffrir avant elle. Des morts et de la mort, elle avait un culte presque antique. La tombe lui était sacrée, chère et amie. Elle aimait pour l'attendre et être prête à son corps, la terre d'espérance et de délivrance où dormaient les siens. Ce jour-là, elle partait de bonne heure avec sa bonne qui lui donnait le bras et portait un pliant. Près du cimetière, elle entrait chez une marchande de couronnes qui la connaissait depuis de longues années et qui, l'hiver, lui apportait sa chaufferette sous les pieds. Là, elle se reposait quelques instants, puis, chargeant Germinie de couronnes d'immortelle, elle passait la porte du cimetière, prenant l'allée à gauche du cèdre de l'entrée, et faisait lentement son pèlerinage de tombe en tombe. Elle jetait les fleurs flétries, balayait les feuilles mortes, nouait les couronnes, s'asseyait sur son pliant, regardait, songeait, détachait du bout de son ombrelle distraitement une moisissure de mousse sur la pierre plate. Puis elle se levait, se retournait comme pour dire au revoir à la tombe qu'elle quittait, allait plus loin, s'arrêtait encore, causait tout bas, comme elle l'avait déjà fait, avec ce qui dormait de son cœur sous cette pierre, et sa visite ainsi faite à tous les morts de ses affections. Elle revenait lentement, religieusement, s'enveloppant de silence et comme ayant peur de parler. C'est ainsi que se termine ce chapitre 2 de Germinie Lasserteux. J'espère que vous appréciez cette lecture des frères Goncourt du 19e siècle. Nous la poursuivrons ensemble dès notre prochain voyage. Alors d'ici là, vous pouvez me retrouver sur mon blog, vous le savez. J'espère que vous connaissez quand même le nom de mon blog depuis le temps, somethingaboutVictoria.com. Et puis, n'hésitez pas à réagir sur l'émission. Si vous avez un coup de cœur ou une impression, vous tapez le hashtag VBN sur Facebook ou Twitter. Facebook, nous avons une page pro pour l'émission et Twitter avec le hashtag VBN. Vous pouvez vous adresser à moi, @VicMontfort. Je vous répondrai avec plaisir. Merci pour votre fidélité sur l'émission. Passez une très belle journée sur D8 et à bientôt.